Depuis quelques années, on les voit défiler dans les rues de nos villes. Accrochés à leur vélo, ils pédalent avec des sacs colorés affichant les noms des entreprises pour lesquelles ils travaillent. Des noms aux sonorités chantantes, remplis de voyelles, Deliveroo, Foodora, Uber. Ils sont le visage le plus visible de ce qu'on appelle la gig economy, l'économie de la tâche. Le smartphone et le vélo sont leur outil de travail. Ces plateformes numériques emploient plusieurs dizaines de milliers de livreurs en France. Enfin, emploi. De leur point de vue, ces coursiers sont des collaborateurs, surtout pas des salariés. Ce sont des entrepreneurs, des prestataires, des businessmen voués à la livraison de sushis le dimanche. Cela offre l'indépendance, assurent les plateformes. Livrez pour nous, vous travaillerez quand vous le souhaiterez. Je travaille tous les jours de la semaine, entre 60 heures et 90 heures par semaine. La réalité, elle, semble avoir du mal à se concilier avec ses promesses. Ce qu'on a découvert au long de cette enquête, c'est que cette liberté affichée cache la surveillance et le contrôle sans lequel aucune de ces plateformes ne pourrait fonctionner. L'application Deliveroo Rider envoie des données à une régie publicitaire, qui a une étude très précise de la personne. Foodora se permettait d'avoir accès à plus de données sur le téléphone de leurs coursiers que ne le savent réellement les coursiers. La présumée indépendance mise en avant par les plateformes masque à peine leur intolérance aux mobilisations syndicales, jusqu'au fichage de certains syndicalistes. Uber a eu peur que le mouvement prenne de l'ampleur. That freedom is just an illusion. Une illusion qui cache surtout les risques du métier, les accidents, jusqu'aux morts. Le 17 janvier, un jeune livreur de Uber Eats est mort sur ce carrefour près de Bordeaux. Selon les enquêteurs, Franck Page, 18 ans, se serait retrouvé dans l'angle mort d'un camion, là où les conducteurs ne peuvent pas voir cyclistes et motards. Il a été traîné sur plusieurs centaines de mètres avant que le chauffeur ne s'en aperçoive. Une route où les camions s'enchaînent, entre l'autoroute et ses accès, une zone inadaptée au vélo. Mais comment s'est-il retrouvé ici ? Alors Franck, c'est mon fils, il est né en 2000 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et on est arrivé ici en 2002. Bon, un peu suite à la situation politique en Côte d'Ivoire. Et voilà, avec sa sœur et tout, on est arrivé à Marmande puisque mon père avait déjà une maison ici. Donc il a suivi pratiquement toute son enfance ici, quoi. Ses amis, l'école et tout, voilà. Un caractère très posé, calme, une nature forte aussi dans le domaine du sport, hein, puisqu'il faisait pas mal de sport, basket, foot, mais sa passion c'était surtout la danse. Et donc après le bac, il est allé à Bordeaux pour faire des études. Jusqu'au jour où il m'a dit, écoute, moi j'ai un bon plan, j'ai des amis qui ont une activité en plus des études, quoi, hein. Ça leur permet de gagner un peu de sous et tout, et j'ai envie de faire ça. J'ai dit, tiens, mais parle pas de ce que c'est. Il dit, mais c'est des livraisons et tout, machin. Je me mets en auto-entrepreneur, ça va me faire une expérience, on va dire, au niveau de ce que c'est que avoir sa propre affaire, quoi. Et puis, bon, il a démarré son activité. Je dis, voilà, c'est bien, puisque tu arrives à savoir ce que c'est que travailler pour gagner de l'argent. Hein. On est fiers. Je m'appelle Arthur Hay, je suis coursier à vélo depuis 3 ans, j'ai 30 ans. Je suis parti d'un syndicat de coursiers pour libérer la force de travail de l'uberisation. Franck Page s'est retrouvé dans l'angle mort du camion et voilà, il est décédé. Je l'apprends puisqu'il y a un journal qui a fait une dépêche très rapide. Je suis choqué, quoi. C'est un collègue de ma ville qui est décédé, je sais pas qui c'est. Impossible d'avoir le nom. On est tous là, toute la communauté de coursiers, en train de dire putain, merde. Genre, qui c'est, quoi. L'accident a lieu à midi 13h. Bon, ça change rien.
Moi, je suis informé à 18h. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi j'ai pas été prévenu plus tôt? La gendarmerie, ils disent, mais il était en tenue d'Uber. Nous avons appelé Uber. Donc, pour leur dire, attendez, il y a une personne qui travaille pour vous, qui vient d'avoir un accident. On a un problème d'identification. Sur le téléphone, il y a une application qui leur sert de guidage. Hein. Donc avec un numéro et tout. Et Uber n'a pas voulu communiquer là-dessus. Il y a plein de journalistes qui m'appellent pour me poser des questions dessus. J'en sais rien de ce qui s'est passé réellement. Je ne sais pas qui est la personne. Donc j'appelle le commissariat, quoi. Commissariat qui sont très contents de m'avoir au téléphone. Les policiers qui font l'enquête. Et parce qu'ils me disent, mais qu'est-ce qui se passe dans ces boîtes? Et ils me disent, voilà, effectivement, donc, on est allé sur place, on a vu qu'ils travaillaient pour Uber Eats. Et ils me disent, super énervés, on a appelé Uber Eats, ils veulent rien nous dire. Et ils sont effarés, quoi. Ils comprennent pas comment c'est possible de freiner l'enquête de policiers alors qu'il y a un jeune qui est décédé, quoi. Franck Page, il est noir. Et pour Uber Eats, en gros, ça veut dire directement dans leur tête, il y a de fortes chances qu'on soit sur une sous-location de compte. Ça veut dire il y a des gens qui n'ont pas le droit de travailler en France parce qu'ils sont en demande de statut de réfugié, de titre de séjour. Uber Eats, ils ne veulent pas donner le nom de la personne qui possède le compte parce qu'ils pensent dans leur tête que c'est très, très probablement une sous-location de compte. Donc c'est un travailleur illégal qui est décédé en faisant une livraison, quoi. Ils ont été, d'après ce que les enquêteurs m'ont dit, ils n'ont pas été très, très, très coopératifs. Pour eux, certainement, Franck, ce n'était qu'un numéro, parmi tant d'autres. Je m'appelle Simon, je suis un des dinosaures de la livraison. À 18 ans, voilà, il est envoyé par l'application Uber. Alors, il accepte la commande, il ne sait pas où est-ce que la livraison va. Donc, une fois qu'il a validé sa commande, il découvre où est-ce qu'il faut qu'il aille. Et il est envoyé dans une zone où, en fin de compte, moi qui suis maintenant très expérimenté, clairement, moi, j'irai pas. Alors, juste parce qu'en fait, tu vas pas pour livrer, je sais pas, un burger ou un tacos, tu vas pas dans une zone où il y a des camions, quoi. Ni pour 5 €, ni pour 8, ni pour 25 €. Ce n'est pas la place d'un vélo. Ce sont pas des zones qui sont adaptées à ça. Sauf que Uber, ils s'en foutent, si tu veux, de ça, quoi. Donc, il a été envoyé là-bas. Et quand t'es pas expérimenté, que tu te retrouves dans une zone avec des camions, tu finis par aller te mettre, voilà, peut-être dans un angle mort. Ces plateformes, pour gagner de l'argent, elles ont besoin de croître. Il faut croître pour justifier d'une croissance pour, au final, lever des fonds. Comment tu fais pour gagner des clients? Tu peux augmenter tes heures de livraison, donc tu peux augmenter tes références de restaurants. Tu vas augmenter les zones de livraison. Donc au lieu de faire de l'hypercentre, tu vas faire de l'extra boulevard, puis tu vas te rapprocher de la rocade, puis tu vas dépasser la rocade. En plus, ils vont chercher des marchés qui sont complètement improbables. Tu vas les livrer, je sais pas, Poitiers, une ville où c'est comme ça, Limoges où c'est comme ça, tu vas livrer des petites villes, Albi, Montauban, je me disais même pas qu'il y a des gens qui vont commander là-dessus, quoi. Et en fin de compte, tu finis par mettre absolument tout le monde sur un vélo. Alors tu as le fameux adage, le vélo ça ne s'oublie pas, ce qui est une vaste connerie, parce que c'est ce que je te disais, monter sur un vélo ça paraît facile, en fin de compte, faire 2 km en vélo, tout le monde peut le faire. Par contre, faire 60, 80, 100 km de vélo, et puis 2 fois par semaine, en fait tous les jours, 6 jours sur 7, ça c'est un métier si tu veux. Malgré différentes tentatives, nous n'avons pas pu entrer en contact avec la famille dans les jours qui ont immédiatement suivi le décès et avons demandé à l'assureur de lui apporter toute l'assistance nécessaire. Alors l'assurance, le mail que j'ai eu disait qu'effectivement, dans le cadre d'un accident comme celui-là, il y a une souscription qui a été faite. Si nous désirions bénéficier de cela, renvoyez-nous tel document. C'est pas ça ma démarche. Parce que sinon, je ne vais... Qu'est-ce que la vie? Est-ce que c'est un chèque? Donc, j'en ai parlé à mon avocat. Donc, comme j'ai dit, l'enquête suit son cours. Une fois que l'enquête déterminera déjà les causes de l'accident, on sait déjà plus ou moins, quoi, puisque c'est le dossier, il est... Voilà. Donc, une fois que ça va être fait,
Maintenant, on sait qu'il y a un accident de travail, etc. Donc on va porter l'affaire devant les politiques. Ça devait être en novembre 2016. On se dit qu'on se fait avoir par les plateformes. Et on décide d'organiser une grève pour dire, ouais, quand même, bon, peut-être qu'on va arrêter d'être des victimes et on va arrêter juste de chialer en groupe, on va faire quelque chose, quoi. Et l'action, ça a été, au début, on l'a appelée Opération Escargot. Et après, on s'est dit, non, Opération Escargot, on va passer pour des feignasses. On va juste respecter à fond le code de la route. Genre, c'était une action de grève chiante, quoi. Genre, tu redécouvres les stops, tu redécouvres un peu les feux rouges. C'est pas bien ce que je dis, hein, mais... mais bref, on a été 15-20 à suivre ça tout un week-end. Et on recevait des appels, quoi. Mais tu fous quoi, la commande elle est en retard, c'est froid, t'arrêtes pas de t'arrêter partout, qu'est-ce que tu fais, quoi? Et il y en a 5 qui se font déconnecter et virer. Et suite à ça, quoi. Et moi, je reçois un appel en me disant ouais, Arthur, tes statistiques de ce week-end, elles sont nulles. Et donc je dis, mais vous savez très bien qu'on a fait une grève du zèle, quoi. Dans le droit de grève, il y a l'interdiction par les chefs d'entreprise de casser une grève. Tu as l'interdiction par les chefs d'entreprise de casser une grève en recrutant du monde pour remplacer les grévistes. À chaque fois qu'on a fait une grève, ils ont dit, ouais, il y a un bonus ce soir. Ce qui fait que quand on fait grève, nous, il y a plus de gens qui travaillent que de gens qui travaillent que d'habitude. Et deuxième, tu casses une grève en virant les gens. Et eux, ils ont fait les deux, quoi. Ainsi, en France, en 2019, on peut mourir à 18 ans en livrant des burgers. Au-delà des interviews, nous avions besoin de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Pourquoi ces gens courent aussi vite? Après quoi courent-ils? Pourquoi prennent-ils autant de risques? À Dijon, des livreurs Uber Eats ont fait la grève en avril dernier. Une première en France pour cette plateforme. Des auto-entrepreneurs en grève, c'est quand même étrange. Sinon paradoxal. Vous avez quel âge? J'ai 50 ans. Et vous faites ces boulots depuis combien de temps? Depuis le début du mois, là. Donc j'imagine que vous n'êtes pas étudiant? Non, du tout. Parce qu'on dit, Uber Eats dit que c'est un travail pour... c'est un travail pour tout le monde, c'est approprié à tous ceux qui veulent travailler. Il faut avoir de la motivation, puis de la détermination, et après, je pense que tout le monde peut le faire. Après, ça dépend de la condition physique, il faut quand même de la condition physique avec. Voilà, mais c'est à la portée de tout le monde. Tous les gens qui veulent travailler peuvent le faire. Donc vous aimez bien ce travail ou... Ah, j'aime bien ce travail, j'adore rouler, j'adore le temps, j'adore aller voir les gens, me balader. Ça vous est jamais arrivé d'avoir un accident dans la route ou... Non, même avec mon permis, j'ai jamais eu d'accident non plus. Et ça vous fait pas un peu peur que peut-être vous pouvez avoir un accident voilà, vous savez, dès l'instant où on se lève le matin, si on pense comme ça, on ne fait plus rien. On peut avoir un accident en se promenant, en se baladant, on peut se faire renverser par une voiture, par autre chose. Donc si on a crainte des accidents, mais je dirais qu'aujourd'hui, on peut descendre de chez soi, se faire mal aux pieds, ainsi de suite. Il n'y a pas besoin d'être sur la route pour se faire mal. C'est loin, là c'est où J'ai 8 minutes, 3 km. 3 km 3 km, 8 minutes. Tenant compte des feux et tout, donc je vais compter 10 minutes, quoi. Ok. Allez, je vous remercie beaucoup, puis bonne journée. Bon courage. Ah bah oui, merci. Là, on n'est pas beaucoup, mais là, ici, c'est notre lieu de rassemblement. Le McDo, c'est vraiment à peu près le centre à peu près du rayon des commandes, quoi. Grâce à ça, il y a des distances qu'on va penser, tu vois, sur le GPS qui va être jusqu'à 3 km. Et en réalité, on va faire moitié moins grâce au fait qu'avec la rue piétonne, on peut tout couper, quoi. Je m'appelle Sofiane, j'ai 20 ans, je fais Uber Eats depuis un peu plus d'un an. Je travaille tous les jours de la semaine.
En gros, je suis coursier-livreur depuis à peu près maintenant 4 mois, 5 mois à peu près. C'est devenu mon métier à temps plein, donc je vis entièrement que de ça. Tu travailles combien de temps par semaine? Entre 35 et 50. 50 heures, voilà. Ouais. Je travaille entre 60 heures et 90 heures par semaine. Ça dépend de l'affluence des commandes, s'il y a beaucoup de commandes, s'il n'y a pas beaucoup de coursiers. Et tu arrives à gagner combien d'argent? Ma moyenne, en fait, c'est entre... du coup, par semaine, en fait, c'est entre 300 et ça peut monter, par exemple, comme la semaine dernière, à 600 €. Mais les grosses semaines comme ça, 600 €, c'est quand même des semaines plutôt exceptionnelles. Enfin, pour moi qui suis en vélo normal, c'est des semaines qui sont plutôt rares. En général, il faut plutôt compter entre 300 et 400 € la semaine, en fait. Donc au mois, ça me fait une paye à peu près soit de 1000 € et ça peut monter à 2000 € par moment. Voilà. J'ai un statut du coup indépendant, auto-entrepreneur avec numéro de SIRET, sirène, cabis. Et du coup, moi, à la fin de chaque mois, je dois aussi payer la taxe à l'État. Donc du coup, moi je suis chanceux parce que je bénéficie en fait de ce qu'on appelle l'ACRE, donc c'est l'aide à la création des jeunes entreprises, ce qui fait que sur ma première année, je suis juste taxé à 5,5% de mon chiffre d'affaires. Mais il y en a plein d'autres, je pense notamment, il y a beaucoup de mes collègues qui eux sont par contre à 23% de leur chiffre d'affaires. Sur ces taxes-là, je paye, je payais 5,5%. Là, vu que ça fait 1 an que je suis avec Uber Eats, je suis passé à 11%. L'année prochaine, je vais passer à 16, mais dès que je passe à 16, je vais arrêter parce que ce sera moins rentable pour moi. Je n'aurai pas beaucoup de bénéfices, je paierai trop de taxes, je préfère trouver un CDI normal. T'as jamais eu des accidents de la route? Si, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est notamment arrivé avec un piéton, un passage piéton, parce qu'il avait traversé au rouge et moi je suis arrivé vite avec un coup de soleil. En même temps, j'avais le téléphone sur le vélo, je n'avais pas fait attention et je l'ai percuté. Il y a aussi une voiture qui m'a reculé dedans un coup, donc ça m'a coûté un vélo. Et bon, il faut savoir que du coup, tout ce qui est frais de réparation, tout ça, c'est tout à notre charge en fait. Uber ne paye rien de tout ça. Le vélo, c'est nous qui le payons. Les sacs, en fait, on donne une caution de 120 € à Uber pour avoir le sac. Et du coup, tout ce qui est réparation, tout ça, c'est tout à nos frais. T'as quel score sur l'appli? Les pourcentages de satisfaction, je suis à 99%. Sur 3000 livraisons, ça veut dire 3000 livraisons. C'est qui les connards qui t'ont donné la mauvaise note? Un restaurateur. Je sais pas c'est qui, un restaurateur. Après, c'est la paye même la façon de travailler, c'est son problème. Hein. Je sais pas là pour lui, je travaille pas pour lui, il est pas content, je m'en fiche un peu. Est-ce que toi, tu as participé au mouvement, entre guillemets, des grèves? Oui, j'y ai participé. Tu vas raconter un peu ce qui s'est passé? Du coup, j'explique le mouvement de grève. En fait, c'était un mouvement de grève, on a fait ça un dimanche, parce que le dimanche, en général, c'est là où il y a le plus de commandes. Donc en fait, le but, c'était de faire, pas une révolte, je sais pas vraiment le mot, c'était une protestation pacifiste. Donc en fait, on avait décidé, c'était un commun accord entre à peu près tous les livreurs de Dijon, c'est de montrer qu'on est soudés. En fait, ce soir-là, on a tous décidé, en partie, de ne pas se connecter en fait. Se quitter un mot sur la grogne des coursiers Uber Eats. Ils sont 413 à Dijon. Ils dénoncent une baisse de leur rémunération, moins 25% depuis 4 mois. On aimerait avoir en fait une rémunération à l'heure connectée. On aimerait aussi avoir moins de coursiers sur le terrain parce que là on est vraiment beaucoup. On peut rester toute la journée pour 30 € quoi. On peut pas vivre avec 30 € par jour. On est en dessous du SMIC alors qu'on travaille plus que le SMIC horaire. Cette vidéo a été tournée par l'un des grévistes. Il souhaite rester anonyme. Ces doigts qui bougent sur l'écran, ce sont ceux de grévistes. Les livreurs sont en train de refuser les commandes proposées par l'algorithme d'Uber Eats, afin de le bloquer. On a fait cette grève, c'est pour essayer d'améliorer nos conditions. Parce qu'une augmentation de livreurs, c'est moins de livraison, donc un chiffre d'affaires quand même qui est amputé. Et par-dessus le marché, une baisse de tarifs, ça ampute encore plus. Il y a eu une réponse immédiate en représailles d'Uber, qui nous ont menacé de faire des déconnexions, qui nous ont menacé de mettre plus de livreurs. Suite à ça, il y a eu beaucoup de livreurs qui ont eu peur et qui ont décidé en fait de se retirer du mouvement. Ça, c'est le côté officiel, sauf qu'on a appris de source sûre de manière officieuse qu'en fait, Uber a fait ça parce que justement, Uber a eu peur que le mouvement prenne de l'ampleur.
Et cette peur, je pense qu'elle est même encore bien présente parce que bizarrement, il y a eu pas mal de comptes déconnectés. Il y a une politique qui a été durcie où le taux de satisfaction minimum à avoir a été augmenté. Avant, c'était 80%, maintenant c'est 85%. Et là, on a remarqué effectivement que depuis quelques semaines, il y a moins de livreurs dans les rues. Il y a moins de livreurs dans les rues, donc bizarrement, notre chiffre d'affaires a été augmenté, voire même, je dirais pas doublé, mais pas loin. Du fait qu'il y ait au moins facilement 30 à 40% de livreurs en moins en ce moment dans les rues. Dans chaque ville dans laquelle nous sommes présents, nous sommes à l'écoute des coursiers partenaires et échangeons régulièrement avec eux sur différents sujets et comment nous pourrions les aider. Malgré l'apparence du dialogue, ce que les plateformes ne disent pas, c'est que les grèves se multiplient en Europe. Brighton, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Ces images datent de janvier 2017. Ce n'est pas la France, c'est le Royaume-Uni. Ce n'est pas des coursiers Uber Eats, c'est des livreurs Deliveroo. Leurs raisons sont pourtant les mêmes. On recrute trop de monde, on baisse les rémunérations. Afin d'y voir plus clair, nous avons appelé l'un des fauteurs de troubles. All good. I'm Guy, and I used to ride for Deliveroo and Uber Eats in the city of Brighton in the south of the UK. And during my time there, I was an organiser and rep for the IWGB union. So I was working for Deliveroo between about September of 2016 and June of 2018. Between about February of 2017 and then late 2017, the fleet in Brighton was involved in industrial action against Deliveroo due to low wages. The amount of money that people were making on the platform was decreasing because of, in part, like changes to the algorithm that Deliveroo were making, but also by Deliveroo flooding the circuit with riders. Like over 15 riders per day were being hired by Deliveroo in Brighton at the time, which is huge, like considering like the amount of people that kind of need to be logged on a weekday evening to be able to like meet the demand. We wanted a freeze in hiring in Brighton, so they weren't just like flooding the circuit and kind of making it not viable for anyone. We managed to win a hiring freeze in the city, but there was no pay rise. Okay. How did the strike actually play out? How does a strike work when you work for Deliveroo? Because of our employment status as self-employed independent contractors, that basically means like we're running our own micro business, as Deliveroo like to call it. So we can't really strike as such, and so we just organised a log off, and then we all came to a central location and rode around the city to kind of let the public know what was going on and also be able to like get press coverage of the situation, which is really hitting Deliveroo where it hurts. Dans une série de mails que nous nous sommes procurés, les managers de Deliveroo s'inquiètent de l'activisme de ce syndicaliste. Lors de cet échange, 2 d'entre eux cherchent les noms des fauteurs de troubles pour les punir et vont jusqu'à les espionner sur les réseaux sociaux. Voici un extrait de leur conversation. Salut, pouvez-vous regarder cette liste de noms et indiquer s'il s'agit bien de livreurs de Deliveroo ? On a besoin au plus vite pour établir un bilan de la contestation. Avez-vous une liste de livreurs connus pour être des activistes ainsi que leur identifiant Deliveroo ? Sinon, pouvez-vous l'adresser et l'envoyer à... Voici la liste avec les quelques noms que j'ai réussi à trouver à partir de leur post Facebook. Salut, cette semaine, les livreurs ont posté leurs ressentis sur leur nouveau contrat. Du coup, ils sont en train de demander aux livreurs de s'exprimer là-dessus sur leur groupe Facebook et de remplir un sondage pour que Guy, l'un des principaux activistes, puisse rassembler leurs griefs. Vous trouverez son post en pièce jointe. Merci pour l'info. Pourrais-tu regarder les statistiques de ce Guy McLaren et voir à quoi elles ressemblent ? I don't know how to like make it more obvious, but this is like clearly like anti-union behaviour. It was only riders on that Facebook group. So the only way Deliveroo would have managed to get hold of this list is through either getting a rider to give them access or posing as a rider in order to gain access to that Facebook group. Deliveroo's favourite buzzwords when it comes to like the benefits of their model of employment are freedom and flexibility, but this is an example of how the level of monitoring of gig economy workers is far above and beyond what we see in traditional employment, and I think it just shows that that freedom is
just an illusion. Ces éléments sont basés sur des rumeurs ou des revendications politiques portées par des syndicats. Lorsque Deliveroo apprend qu'il y a des grèves, l'entreprise essaye souvent de recueillir des informations pour savoir si celles-ci pourraient avoir un impact sur le service, car nous voulons que les livreurs qui ne manifestent pas aient la possibilité de travailler. Mais qui sont ces managers qui n'hésitent pas à afficher des syndicalistes? Au bout d'un certain temps, on est tombé sur Antoine, ancien chargé des opérations à Foodora. Je m'appelle Antoine, j'ai 24 ans. J'ai travaillé pendant plus de 3 ans pour l'entreprise Foodora. J'ai d'abord été livreur, ensuite j'ai été gestionnaire des opérations dans les bureaux à Paris. Capitaine également, c'est-à-dire que j'effectuais les formations, je sélectionnais les livreurs, je gérais l'intendance avec le matériel, ce genre de choses. La différence entre Foodora et d'autres plateformes, c'est que, par exemple, nous on avait les capitaines. Les capitaines, ils formaient les coursiers. Et vu qu'on devait les manager derrière, on savait plus ou moins qui était qui. Les fois où il y a eu des mouvements, entre guillemets, sociaux, si tu veux, on l'identifiait très vite, le bonhomme. On savait qui c'était, on savait qui l'avait formé. On pouvait tout de suite intervenir, aller vers lui parler, lui faire comprendre que c'était pas possible, etc. La première phase, c'était on essaie de faire semblant de tomber d'accord. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, on passe à la partie 2. Et la partie 2, si vraiment on tombe pas d'accord, on finit par trouver un moyen de l'envoyer. Moi, mon rôle aux Ops, c'était en fait de recruter les coursiers et de gérer la flotte de coursiers. Donc les sanctionner si besoin, s'ils ne respectaient pas les règles imposées par Foodora, vérifier qu'ils suivaient bien leurs obligations, donc qu'ils devaient bien porter leur tenue, qu'ils étaient à l'heure à leur shift. Donc j'avais également accès au logiciel de dispatch et où je pouvais voir sur la carte tous les coursiers qui étaient connectés dans Paris et ceux qui n'étaient pas connectés. En fait, tu avais donc tous les coursiers qui étaient en shift, qui étaient déjà connectés en train de travailler, ceux qui allaient se connecter, et tu en avais certains aussi qui n'étaient pas connectés du tout et qu'on voyait quand même. Donc vous êtes en train de me dire qu'à Foodora, on pouvait voir la position d'un livreur, même quand celui-ci n'était pas en train de travailler. Foodora avait se permettait d'avoir accès à plus de données sur le téléphone de leurs coursiers que ne le savent réellement les coursiers. Normalement, imaginons que tu sois un coursier pour Foodora. Le lundi 13 mars, tu ne travailles pas, tu n'as pas l'application d'ouverte. Le bureau Foodora pouvait quand même savoir où tu étais. Et cette possibilité, elle était écrite quelque part sur le contrat? Absolument pas. Absolument pas. Après, il faut savoir que, de mémoire, il me semble que les premiers à arriver sur le marché français, c'était Take It Easy. Deliveroo et Foodora n'ont fait que recopier le modèle de Take It Easy. Donc les sanctions étaient les mêmes, le système était le même, le contrôle était le même. D'ailleurs, une sanction, un avertissement chez Foodora, ça s'appelait un dérapage. Chez Deliveroo, ça s'appelait un strike. Chez Take It Easy, ça s'appelait un strike aussi. Chez Deliveroo, le principe, tu étais censé être envoyé au bout de 3 strikes. Chez Foodora, tu étais censé être envoyé au bout de 3 dérapages. Pareil chez Take It Easy. Donc en fait, si tu veux, pour moi, le principe est exactement le même. Toutes ces plateformes, c'est les mêmes, sauf que tu as un américain, un anglais et un allemand. Quand on travaille avec son smartphone, sait-on vraiment quelles données sont collectées et à qui elles sont envoyées? La surveillance nous apparaissait de plus en plus centrale pour comprendre le fonctionnement de ces plateformes. Mais comment la mesurer? Comment la filmer? On a décidé de faire tester l'application Deliveroo, utilisée par les livreurs. Un coursier nous a prêté son compte, afin de comprendre quelles données sont collectées par l'entreprise. Et pour nous aider, on a fait appel à de vrais geeks. Un seul. Allez, vas-y, je t'en prie. Donc moi, je m'appelle Métal Pou et je suis présidente d'une association qui s'appelle Exodus Privacy et dont le but est de faire mieux comprendre les enjeux du pistage par les téléphones portables. Moi, je m'appelle Louis Neuf, je suis trésorier et cofondateur de Exodus Privacy. Un pisteur, c'est un tout petit morceau de logiciel qui est introduit dans les applications que vous utilisez quotidiennement et qui récupère des données et qui les envoie à droite ou à gauche pour faire de la publicité ciblée, par exemple.
En fait, le principe, c'est que du coup, ce téléphone-là, on va le connecter à ce boîtier-là par Wi-Fi. Et en fait, tout ce qui va sortir du téléphone en termes de communication, connexion à Internet, etc., en fait, ça va transiter par ce boîtier-là. Et donc, en fait, ce boîtier, c'est comme si en fait, on prenait une petite loupe et qu'on observait en fait, tout ce qui sort du téléphone. Et en fait, nous, ça va apparaître sur l'ordinateur et on va pouvoir regarder de près à quel site Internet le téléphone se connecte et quel type de données il envoie, quel type de données il reçoit. Donc du coup, là, on a lancé l'application et comme on a lancé l'application, il s'est connecté au site com.deliveroo.drive app. D'un coup, on a 38 lignes en plus. En fait, on a eu 38 envois ou réceptions, requêtes différentes. L'altitude, voilà. Ça c'est intéressant. On voit apparaître qu'on envoie des choses à un truc qui s'appelle appboy.eu. Comme données envoyées, l'altitude, la latitude, la longitude, en gros la géolocalisation. Appboy, c'est une régie publicitaire. Alors, on constate que l'application Deliveroo Rider envoie des données à une régie publicitaire. On va aller voir l'agenda. Hop, on va cliquer sur l'agenda. Voilà, on se connecte à l'agenda et du coup, on va voir ce que ça donne. Alors là, du coup, c'est un nouveau site dont on n'a pas entendu parler jusqu'à présent. C'est segment.io, donc un pisteur. Et donc, il y a des données qui sont envoyées donc, par l'application Deliveroo à ce site-là. Il y a, ça c'est très important, ce qu'on appelle le Advertising ID. En fait, c'est l'identifiant publicitaire qui est généré au moment de la première utilisation de ce téléphone-là. Donc en fait, il y a un identifiant publicitaire donc, qui est unique, qui est vraiment relié à ce téléphone-là. Le numéro du coursier, l'identifiant du coursier de Deliveroo, et donc qui est envoyé, donc on a dit, à segment.io, si je ne me trompe pas. Alors, ce que nous avons vu, c'est que les données du téléphone partent vers 3 endroits différents. Deliveroo, ce qui est logique puisque c'est l'application Deliveroo, Appboy, qui est une régie publicitaire, et ça y est, j'ai oublié le nom. Segment.io, qui est une analyse, qui est un SDK d'analyse de comportement dans l'application. Sont envoyés sa géolocalisation, son numéro de travailleur, sa zone de travail, l'identifiant unique du téléphone, l'identifiant unique de publicité. D'après nos expériences, l'idée principale de ces pisteurs est de savoir combien de temps et comment les gens utilisent l'application et du coup pouvoir l'améliorer. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'envoyer la géolocalisation et des identifiants extrêmement précis sur l'utilisateur? Il n'y a pas une globalité, une étude statistique, il y a une étude très précise de la personne. C'est ça qui est un peu dérangeant. Forcément, c'est dérangeant. Car après tout, c'est pas n'importe qui est en train d'effectuer ces études très précises sur la personne. C'est ton patron. Braze, anciennement Appboy, est un outil que nous utilisons pour envoyer des messages aux livreurs. Segment est un outil qui permet à Deliveroo de savoir comment les livreurs utilisent l'application afin de nous permettre d'améliorer ses fonctionnalités. Deliveroo n'envoie pas de données de localisation si le livreur n'utilise pas l'application. Pour y comprendre quelque chose, nous nous sommes rendus à Genève afin de rencontrer Paul-Olivier Dehaye. Il consacre son temps à comprendre comment les entreprises utilisent ces données. Je m'appelle Paul-Olivier Dehaye, je suis fondateur d'une ONG à Genève qui s'appelle personaldata.io, qui se concentre sur les données personnelles et leur utilisation. Segment ou Appboy, c'est des outils qui sont utilisés de manière assez standard dans des apps pour permettre de segmenter la base d'utilisateurs. Donc de diviser en petits groupes la base d'utilisateurs et décider de traitements bien particuliers pour chaque population. Donc si à la Saint-Valentin par exemple, on va peut-être faire une annonce différente aux utilisateurs hommes et aux utilisateurs femmes. Ça c'est le genre d'utilisation qu'on pourra en faire. Maintenant, dans le contexte d'une app comme Deliveroo, donc, on peut diviser son groupe d'employés, entre guillemets, grâce à ces outils et commencer à leur servir, à appliquer des traitements différents à chacun de ces sous-groupes. Donc, par exemple, offrir des bonus à certains et pas à d'autres, des encouragements ou faire des expériences, différentes expériences de traitement différents.
Donc c'est vraiment un aspect managérial, c'est un outil managérial pour vraiment gérer la force des livreurs, enfin la force ouvrière des livreurs. Donc ces plateformes cherchent à opérer en ayant un maximum d'informations sur le marché, une information la plus complète possible. Mais par contre, en livrant un minimum d'informations à chaque entité pour faire son travail. Donc quand un livreur livre son plat, il ne sait pas si dans l'heure il va encore avoir 3 boulots, 4 boulots, il ne sait rien. Il ne sait pas du tout, il n'a aucune information sur les prédictions ou quoi que ce soit. Parce que la plateforme cherche à pousser un maximum de risques économiques vers les livreurs et cherche à optimiser toujours dans son intérêt. On voit que l'asymétrie d'information pour ces plateformes telles Deliveroo, Uber Eats ou Uber même, donc l'asymétrie d'information est stratégique pour eux. C'est vraiment, c'est cœur du business. Uber n'a pas de voiture, Deliveroo n'a pas de vélo. Ce qu'ils ont, c'est de l'information. Et de l'information qui vaut de l'argent pour des restaurants, qui vaut de l'argent pour des livreurs et qui vaut de l'argent pour des consommateurs au final. Et c'est mettre tous ces acteurs ensemble qui va permettre à la plateforme de faire de l'argent. Et donc, on peut tout à fait imaginer un scénario où chacune des parties se réapproprie un maximum de ces données et au final se demande, mais en fait, pourquoi on a besoin de cet intermédiaire ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas agir avec des outils qui nous permettent d'interagir directement ? Si on suit cette logique d'exposition de la plateforme, de mise à nu de la plateforme, on se rend compte qu'au final, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien qui a vraiment de la valeur. C'est dans l'asymétrie d'information qu'ils construisent la valeur. Ce qui manque, c'est la politique. Face à cette réalité accablante, y aura-t-il un député, un ministre, quelqu'un pour réglementer cette zone d'ombre, à l'écart du droit du travail ? Il se trouve que oui, mais pas dans le bon sens. Le 18 juin 2019, l'Assemblée nationale a voté une loi, la loi d'orientation des mobilités, dont l'article 20 prévoit la création d'une charte sociale pour chaque plateforme. Cette charte doit déterminer les conditions et modalités d'exercice de leurs responsabilités sociales. Mais cette charte est facultative. Et surtout, comme l'explique le paragraphe en pure langue de bois ci-dessous, le plus important est que cela ne pourra jamais donner lieu à une requalification en salariat. Ces travailleurs assument tous les risques du métier. Le matériel, la santé, la protection sociale. Tandis que les plateformes, elles, captent tous les bénéfices. L'asymétrie est totale. Asymétrie des profits, asymétrie des données, asymétrie des informations. Et finalement, asymétrie du pouvoir.